Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club numéro 390. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu global sur le PFL, la Ligue qui vient d'arriver chez RMC Sport avec un événement qu'on a eu la chance et le plaisir de pouvoir vous diffuser ce week-end avec Baba, le pilier du RMC Fighter Club que vous avez certainement vu en plateau pour enrober, pour encadrer, pour vous apporter ses lumières sur cet event. Ça va Baba ? Ouais, salut Charles, ça va super. Bah écoute, gros week-end pour toi comme pour moi. Toi, t'as fait du judo, t'as fait. Je t'ai remplacé au One aussi. T'as fait du Muay, donc t'as fait le tour du monde des sports de combat en 3 jours. Et ouais, il y a eu l'Hexagone aussi, donc pas mal de choses. Et puis le retour donc du PFL sur nos antennes, ça c'est quelque chose qui nous fait plaisir. J'étais content de faire ce plateau, content d'avoir des nouveaux combats et puis très content bien évidemment de la performance de notre collègue. Taylor, on va en parler. 3 Français sur cette carte du PFL avec des fortunes diverses, on va y revenir. Et puis c'est vrai, toi aussi t'étais à Hexagone, t'étais à Lille et ça permet de dire que c'est vrai que sur RMC Sport maintenant on a quand même tout. On a tout. C'est pas mal. On l'a dit, le One, Hexagone. Bon voilà, franchement, si vous aimez les sports de combat et le MMA en particulier, on peut dire que normalement vous êtes satisfait. Pour nous, Baba, ça va être l'occasion aussi de retracer un tout petit peu l'histoire du PFL et de situer un peu la ligue pour ceux qui ne la connaissent pas forcément très bien, de redonner certains noms qui sont là-bas parce qu'il y a des grands noms, c'est Cédric Doumbé, il y a Francis Ngannou qui est encore sous contrat, en tout cas qui est dans il est toujours dans le giron, l'écosystème PFL, donc ça promet aussi de très belles choses pour l'année à venir pour le PFL et pour RMC Sport. C'est parti donc pour l'épisode spécial PFL tout de suite dans le RMC Fighter Club. Évidemment, si vous souhaitez, comme d'habitude, liker, commenter, n'hésitez pas à le faire sur les différentes plateformes, y compris sur YouTube. Et puis, dans les semaines qui viennent, Baba, on va essayer d'instaurer des rendez-vous plus précis. On y reviendra quand tout ça sera acté et définitif et quand on aura pu s'arranger avec aussi tous les plannings, parce que c'est pas forcément facile. Il faut préparer les studios, il y a plein de choses à faire avec toutes les équipes, avec Arthur Robert notamment. Mais c'est vrai qu'on aimerait instaurer un rendez-vous du lundi qui est un peu plus débrief du week-end et un rendez-vous du mercredi qui serait un petit peu plus mag avec des sujets un peu froid qui nous permettrait de revenir sur certains moments de l'histoire du MMA et de la boxe anglaise. Ouais, exactement, on va évoluer, voilà, le but, le Fighter Club, c'est une émission qui a quelques années maintenant, comme vous le savez, il y a eu des évolutions, on va nous aussi apporter la nôtre maintenant, on va partir sur des sujets très intéressants, on va vous raconter un petit peu l'histoire du MMA, de la boxe anglaise aussi, qu'on n'oublie pas bien sûr, parce qu'on sait qu'on a des demandes, vous inquiétez pas, on revient avec des sujets en anglaise, et voilà, on va vous proposer des choses, des débats qui seront très intéressants, préparez vos doigts, parce que vous allez faire chauffer les commentaires à mon avis avec nos amis. C'est vrai que c'est des choses qui nécessitent toujours des avis subjectifs et donc des désaccords, que ce soit entre nous ou avec les personnes qui nous écoutent. Donc on espère que ça vous plaira. On vous précisera bien quand tout ça sera installé et qu'on pourra le faire semaine après semaine. Allez, pour ce numéro, épisode 390, Baba, le PFL, avec d'abord petit débrief rapide de ce qui s'est passé sur le PFL à Dubaï. On va d'abord revenir sur, avant de parler aussi de Nurmagomedov qui était en main event, on va d'abord revenir sur la victoire de Taylor. On vous renvoie aussi, si vous voulez l'écouter, il était dans le Sunday hier avec Sacha notamment pour revenir en précision sur son combat. Taylor, il passe à 24 victoires, 4 défaites, 5 KO, TKO en carrière et 6 soumissions. Il a fait 2 runs à l'UFC, on vous le rappelle, 3 victoires, aucune défaite au PFL depuis son arrivée dans l'orga. Hier, il était opposé à Kassoumov. Son combat, tu l'as donc vu, tu étais en direct. On était content. Première impression comme ça, de se dire ça y est, Taylor renoue avec une victoire avant la finish, avec un finish, ça fait plaisir. Lui-même s'est exprimé là-dessus en disant franchement c'est pas ce que je cherche, moi du moment que j'ai la victoire à la fin, c'est ça qui me satisfait, c'est ça que je vais aller prendre. Si un finish c'est un bonus. En attendant, on était quand même soulagés et heureux de le voir dans cette position-là. Ouais, on était bien sûr que ça fait plaisir de voir Taylor qui peut finaliser son adversaire parce que le combat, l'essence du combat, c'est ça en fait, de t'imposer et de soumettre ton adversaire, que ce soit par une soumission ou par une victoire par KO, mais la soumission au sens propre du terme, voilà, te mettre au-dessus de lui et terminer le combat. Donc c'est ce qu'il a fait et ça fait plaisir. Maintenant,
je vais garder le même discours que j'ai toujours eu. C'est que moi, quand il gagne par décision, il me régale aussi. Bah ouais. Maintenant, je sais que ça régale pas tout le monde. Je sais que certains peuvent trouver ça ennuyeux. Je sais aussi que c'est très, comment expliquer, c'est dans la tendance de se joindre au concert des critiques, de crier avec les loups, c'est super cool. Donc on a inventé plein de sobriquets pour Taylor. Pourquoi pas, il y a pas de problème. J'ai toujours dit que gagner par décision en menant son combat de façon intelligente, moi c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Mais j'entends que ça plaise pas aux autres, c'est pas grave. Après on peut voir, bon, ça a changé, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mais l'essence du PFL aussi à la base, c'était tiens, si sur nos tournois tu gagnes dès la première reprise, donc par finish, t'as un bonus. T'as un bonus, ouais. Donc voilà, c'est incité. Donc l'incitation aussi, elle est là. C'est des combattants qui combattent pour cette gloire sportive, mais aussi évidemment pour de l'argent et pour avoir quelque chose de significatif. Maintenant, pour revenir au combat de Taylor, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, c'est pas la finalisation. Ce qui me fait le plus kiffer, c'est cette masterclass, c'est cette gestion d'un lutteur dangereux, cette lutte qu'on va appeler dagestanaise, qui pose tant de problèmes à tout le monde, qui a posé plein de problèmes à d'autres combattants sur cette carte, parce que c'était un petit peu la foire aux combattants de chez Habib, cette carte-là. Et d'avoir posé un classique comme celui-ci, là, il a posé en fait une image pour tous ceux qui veulent combattre un lutteur comme ça. Voilà comment vous devez faire pour pouvoir battre un mec comme ça. Et c'est ce qui me fait le plus kiffer, parce qu'il a vraiment éteint. Et il a expliqué assez clairement dans le Sunday aussi. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait son frère Damien qui était derrière, qui lui disait attends, vas-y, donne pas tout. Mais en gros, il a dit quand même sur son camp, donc avec Johnny Frachet qu'il a suivi dans son nouveau club, il a dit voilà, on avait remarqué que les lutteurs dagestanais, ils avaient besoin quand ils arrivaient de pouvoir joindre leurs deux mains au niveau des articulations pour pouvoir finaliser leur takedown. Et donc, on a travaillé là-dessus. Il a donné des armes. Il a travaillé des armes pour pouvoir justement éviter de se faire mettre au sol. Et je crois qu'il y a eu une seule tentative de takedown réussie sur les 6 tentés par son adversaire. Et il s'est relevé. Et en plus de ça, comme il le disait lui-même, il essaie de tabasser dès qu'il se relevait. Donc en fait, il a montré que c'était un des meilleurs bantams franchement du monde. Oui, parce que bien sûr. Si maintenant tu es un challenger, une ceinture au PFL, c'est que tu es un des meilleurs bantams du monde. J'espère bien que personne n'y voit déjà aucun chauvinisme. Mais pour commencer, on le savait déjà. On savait déjà que c'était un des meilleurs bantams du monde. J'avais pas besoin, encore une fois, j'ai pas besoin qu'il gagne par un KO pour le savoir. C'est juste que ça le conforte. Encore une fois, cette performance, si on revient sur l'aspect technique, c'est parfait. La préparation qu'il a eue sur cette lutte, sur la première tentative de takedown, mais repassez-vous les images s'il vous plaît, où il va sprawl et il va pivoter en même temps et il va se mettre lui dos contre la cage pour s'assurer de ne pas être déséquilibré, parce qu'on sait qu'il lutte en chaîne. On sait que la première tentative de takedown, il va pas en rester là, le gars. Il va continuer. Sauf que Taylor, il avait les réponses. Ce petit truc, je sais pas si tu as remarqué, Charles, où quand il est contre la cage, il va jouer avec sa jambe pour empêcher le crochetage. Donc il va toujours bloquer cette action de son adversaire. Et puis comme tu l'as dit, à chaque rupture de contact, il envoie pour combinaison. Genou aussi, ça partait d'un peu partout. Les coups de coude, dans le clinch, il était très fort. Je voudrais rendre hommage à son préparateur physique, Michel Gillot. Je sais pas ce que tu nous as fait, Michel, là, mais il était large, Taylor. On a l'habitude de le voir. Il était large, il était fort physiquement. On sentait qu'il était confiant dans sa prépa, confiant dans son cardio. Et donc, il faut rendre hommage à toute l'équipe, parce qu'on parle beaucoup aussi, évidemment, de Johnny, c'est normal. Frachet, voilà, tout le monde est là. Eric Cara, qui fait un travail super, à la fois sur la prépa mentale, mais en tant que coach tout court, parce que c'est un coach MMA à 360 degrés, Eric. Donc, gros big up à lui aussi. Toute l'équipe qui est autour de lui, qui fait un beau travail, il faut vraiment les féliciter, parce que ce qu'il a montré dans la cage, c'est la version très haute du MMA. En plus de ça, Taylor, il est bien entouré professionnellement, il a aussi une belle bande de potes et de proches qui le suivent souvent sur ses combats. Et d'ailleurs, Damien, qui est lui aussi professionnel, son frère, mais qui le suit toujours, et c'est l'un et l'autre, ils se lâchent jamais quand il y a des combats. Et c'est déjà arrivé que Taylor rate des commentaires aussi chez AMC Sport pour aller voir son frère combattre. Donc c'est vraiment un cocon très bien uni et qui permet la performance, comme ça a été le cas pour Taylor cette fois-ci. Un mot sur son futur, parce que maintenant il a dit que le matchmaker du PFL lui avait dit qu'il irait vers la ceinture, qu'il aurait un title shot. Lui-même a dit alors il y avait des petits jeux de pistes qui ont été instaurés quand il a répondu à Sacha, Jalito, à Mori Wakozabo hier dans le Sunday, mais simplement dire que normalement on serait plus en short, donc c'est un moment où il ferait froid et que ce serait peut-être à Paris. Donc est-ce que c'est avant l'été, auquel cas ça arriverait très vite? Est-ce que c'est après l'été, auquel cas ça laisserait beaucoup de temps pour Taylor? Donc certainement qu'il nous fera aussi des annonces sur AMC Sport quand il aura des news de son title shot potentiel dans une catégorie, on le rappelle pour l'instant c'est Sergio Pettis qui est devant, où il n'y a pas de
champion, Il n'y a pas de champion encore, puisque les rankings ont été réinstaurés récemment. Donc il y a plein de catégories, il n'y a pas de champion. Si vous allez voir sur la page ranking du PFL, il y a des catégories sans personnes couronnées. Et en tout cas, celui qui est devant dans cette catégorie pour l'instant, c'est Sergio Pettis, avec Rolf Stotts qui est juste devant Taylor. Peut-être que Taylor d'ailleurs va passer numéro 2 de cette catégorie. Il devrait passer devant lui, parce que Pettis a déjà battu Stotts, justement. Donc moi je pense que voilà, Taylor ne veut pas en révéler trop. Et bon. J'aurais peut-être poussé un petit peu plus. Voilà, je pense qu'il est avec nous et bon, il peut nous donner cette info. Au moins de la date, ça aurait été cool. Mais bon, écoute, il fait ce qu'il veut, Taylor. Mais moi, je pense qu'on aura un Taylor contre Sergio Pettis. Les deux se sont déjà parlé, se sont déjà un petit peu chauffés sur les réseaux. Je vois pas pourquoi le PFL ferait pas ce combat, parce que c'est actuellement leurs deux meilleurs combattants de la KT et que ça ferait un beau show. Donc que ce soit aux States chez Pettis ou en France chez nous, on aimerait bien que ce soit chez nous parce qu'on voudrait un combat de championnat chez nous. Donc ce serait génial. Mais quoi qu'il arrive, on a encore un autre combattant, après vous avoir fait la liste des combattants de l'UFC qui sont très hauts, on en a encore un autre à la PFL, donc c'est génial. Tu vas voir qu'il va vouloir refaire le coup de commenter après son combat. Ce serait fort là. Après s'il est pour une ceinture, il sera peut-être en main event. Ce sera le main event, ouais. Alors ce sera un peu plus dur peut-être de commenter. Je pense pas qu'il vienne commenter avant. On va essayer de l'empêcher de faire ça, en tout cas. Pour rappel, il l'avait fait à l'UFC. Quand il avait combattu à l'UFC, je crois qu'il était en prélim, c'est donc il avait pu rejoindre le Postcom avec Antoine Simon et Mika Lebou, il me semble, à ce moment-là, pour finir l'événement en commentaire, comme d'habitude, en ayant pris très peu de coups. Sur le visage, et c'est vrai que comme on l'a vu hier encore à l'image, il est vraiment pas marqué après son fight. On passe à la suite des Français qu'on avait sur cette carte avec Abdouragimov de Lazy King qui a une victoire par split decision contre Kenley Saint-Louis. Cette victoire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, assez étrange parce qu'on sait que Lazy King c'est l'un des meilleurs Français au sol et pourtant là sur ce combat-là, il a voulu se dire tiens, je vais aussi pouvoir te faire chier debout et donc rester debout un petit peu avec toi. Et d'ailleurs, ça l'a peut-être un peu déstabilisé aussi en allant au sol parce que c'est pas forcément lui qui est sorti vainqueur de toutes les phases au sol. Ouais, c'est ça. C'est assez particulier parce que c'est son adversaire qui a un meilleur temps de contrôle sur lui et qui a plus de takedown que lui. On sait que Abdul c'est un prodige du sol. C'est un des meilleurs combattants de MMA au sol au monde. Moi, j'ai pas peur de le dire. Simplement, là, c'est vrai qu'il a fait qu'un combat de striking. C'est un combat qui est curieux. On va pas se mentir. C'est pas du tout ce qu'on attendait d'Abdul. Lui, il a choisi de rester debout. Il a ébranlé un petit peu son adversaire sur un high kick et une gauche dans la première reprise, il me semble. Mais au-delà de ça, c'était un combat sur un faux rythme, un rythme un peu lent où on essayait de s'éprouver à tour de rôle. Et voilà, donc il y a des progrès sur le striking et c'est tant mieux. C'est ce qu'on a pu voir du côté d'Abdul. Mais c'est vrai que après, on se connaît, on préfère voir les combattants aller sur leur spécialité et gagner le plus vite possible, de façon le plus efficace possible. Il y avait probablement un meilleur chemin pour gagner en étant plus au sol. Maintenant, lui aussi, il voulait montrer certaines choses. C'est ce qu'il a dit aussi en interview d'après-combat. Il voulait montrer des choses, il voulait montrer des progrès, montrer qu'il était toujours là, que cette pause, elle lui a fait du bien, qu'elle était nécessaire. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il soit bien dans sa tête, bien dans son corps et dans tout son environnement. Et dans une KT qui va devenir vite intéressante, il s'est bien positionné pour un combat pour le titre. Là, il est 5e actuellement en attendant que ce soit updaté. Donc il est bien positionné. Abdul, c'est 20 victoires, 1 défaite. Et c'est pour ça qu'on insiste bien sur son sol. C'est 2 KO TKO et 12 soumissions en carrière actuellement. Pour un mec qui est quand même passé par des grosses orgas, qui a commencé au 100% fight, qui est allé au Brave, qui est passé par Ares aussi, et qui maintenant est à, je crois, 4 victoires, aucune défaite au PFL depuis qu'il y est arrivé en septembre 2023. La ceinture des poids welter, c'est sa catégorie. Elle était mise en jeu en co-main event avec Koura Magomedov qui a battu Moussaev et qui a pris sa retraite juste derrière. Ouais, c'est ça. Donc du coup, déjà, Koura Magomedov, il va sauter. Quoi qu'il arrive, tu gagnes une place. Donc, tu es dans un top 5 et tu peux vite arriver à quelque chose si tu continues les bonnes perfs. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment le PFL va gérer cette affaire. Parce que Moussaev, il a perdu, mais il se retrouve quand même le mieux classé de cette catégorie de poids. On a tas de gens qui a gagné le tournoi 2025. Donc, il n'est pas champion, mais il a gagné un tournoi. Et si tu dis ce nom, ça en appelle un autre. Voilà, sauf que lui, il est en train de se chauffer avec Cédric Doumbé. Mais il est en train de viser un combat qui peut devenir viral, et je le comprends, il veut une star, plutôt que de viser la ceinture, sauf que peut-être qu'on aura un Abdouragimov qui va pouvoir combattre pour la ceinture et Tadjan qui va faire son combat contre Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, on va en reparler un petit peu tout à l'heure quand on aura passé un petit peu la présentation du PFL pour revenir sur les forces en présence internationale et aussi et surtout peut-être françaises, même si là on a déjà parlé de 2 d'entre eux, avec Abdul et avec Taylor. Un mot rapide sur Amin Ayoub, défaite, décision unanime contre Makasharip
Zeinoukov, 24 victoires, 7 défaites, 1 nul en carrière pour Amine, 30 ans. En fait, il est encore jeune, Amine, et on le voit depuis tellement longtemps, il est passé par tellement d'orgas qu'on se dit qu'il est plus âgé que ça par rapport à son CV, évidemment, et pourtant, il a que 30 ans. Il l'avait dit ici avant son combat contre Mika Lobo au KSW. Il vise encore de très grandes choses. Il parlait de l'UFC. Bon, là, cette défaite, elle va faire un petit peu de mal dans le parcours parce qu'il est resté sur des belles perfs. Il avait recombattu beaucoup depuis sa victoire, deux fois, je crois, depuis sa victoire contre Mika. Ouais, c'est ça. Il a fait 6 combats depuis 2024, donc c'était son 7e là. Très actif, vraiment. Et sauf que là, il est tombé sur un autre pensionnaire de la team Khabib qui lui a réussi à implémenter cette lutte pour gêner Amine constamment. Et puis même sur les échanges de striking, on peut considérer qu'il en a remporté la plupart, le Russe. Donc c'était un combat difficile, c'était un combat compliqué. C'est un adversaire qui était bien meilleur que ce qu'on aurait pu en attendre sur le papier en tout cas. Et qui a réussi à surprendre et à dominer Amine. Donc voilà, c'est un pas en arrière, mais il est quand même bien installé au PFL. Pas oublier qu'il y a eu un event chez lui à Nantes et qu'il en était le main event. Donc j'imagine qu'il est bien avec l'organisation et qu'on lui offrira l'occasion de rebondir. Ouais, on espère revoir Amine Ayoub certainement au PFL et donc sur AMC Sport. Team Khabib, Ousmane Nurmagomedov, main event de cet événement-là. Victoire par soumission au 3e round contre Alfie Davis. Ça va pas être forcément l'idée, ça va pas être de dire tous les rosters, tous les rankings PFL sont meilleurs qu'à l'UFC, etc. Là on en a parlé pour les moins de 61 en disant que Taylor, il avait un niveau mondial, il avait un niveau élite, il était dans les meilleurs mondiaux dans sa catégorie. Ousmane Nurmagomedov chez les moins de 70, lui aussi, s'il arrivait à l'UFC, ça pourrait faire très mal. 27 ans, 8 KO, TKO, 7 soumissions en carrière, assez complet. Gros parcours au Bellator. Maintenant, il est au PFL et là, il a pris encore une victoire assez autoritaire. D'ailleurs, il arrive sur une soumission. Elle se conclut assez vite, cette soumission. Et on voit la puissance qu'il est capable de développer. Ouais, c'est vraiment fort. Franchement, la séquence de soumission, déjà, elle est exceptionnelle. Très, très fort parce que c'est une soumission qu'on voit pas beaucoup, en espèce de bras-tête qui va venir de derrière, donc très impressionnant. Il le fait dormir en plus très très vite. Et puis il y a sa gestion aussi des 2 rounds et demi d'avant où il est très bon debout, où il gère bien la distance contre un adversaire qui est compliqué avec ses coups de pied un petit peu particuliers, retournés, coups de pied marteau, etc. Il a parfaitement géré défensivement, il a pris quasiment pas de coups. Puis lui, il arrivait à pas mal contrer et contre-attaquer son adversaire. Donc belle prestation, c'est un combattant d'élite tout simplement. Il lui reste, je crois qu'il lui restait 2 combats avant celui-ci, donc il lui reste plus qu'un, ou alors il lui reste encore 2. Il entretient le flou, il sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait toujours dit que comme il y a Makhachev, c'est les 70 kilos, il veut pas y aller. C'est plus le cas. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, que ce soit au PFL ou à l'UFC, ce sera sur AMC Sport, donc vous verrez quand même. C'est ça. S'il y a bien un truc dont on est sûr, c'est ça maintenant. D'ailleurs, ce serait pas mal là quand tu parles. Je me dis en storytelling, si du coup le Makhachev Topuria se fait jamais, tu fais passer Ousmane chez les moins de 70 face à un potentiel Topuria, même si tu fais jamais le Makhachev Topuria, ça leur permet de raconter une histoire aussi et de se dire tiens les gars de Khabib, même si c'est pas Makhachev, on vous met Ousmane, c'est pas mal aussi. Ouais, bien sûr, je pense que pour leur storytelling c'est très intéressant. Je pense que voilà, ce sera un free agent très convoité, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il est très bien managé, il est très bien conseillé par son cousin Khabib qui connaît tous les rouages de l'UFC et maintenant tous les rouages du PFL parce qu'il y est tout le temps. Il a plein de combattants là-bas. Ils feront le meilleur choix possible en leur âme et conscience et on verra bien ce que ça donnera. C'est vrai qu'au PFL, il commence à avoir fait le tour. Ça va être compliqué de lui trouver un adversaire de son niveau, à part s'il signe quelqu'un qui partirait par exemple de l'UFC, on verra. Ou peut-être que lui veut se challenger en montant de catégorie, parce qu'il est balèze pour les lightweight, il est très balèze même, il est grand. Donc il y a pas mal d'opportunités pour lui, il y a pas mal de choses pour l'avenir, on va suivre ça de très près. Ouais, l'événement dans sa globalité, toi qui l'as suivi en intégralité et qui était à l'antenne sur AMC Sport, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu vois, même dans la présentation, parce qu'il y en a peut-être, on avait le PFL à l'époque sur AMC Sport et on l'a perdu pendant quelques temps et finalement on l'a récupéré là pour ce début d'année 2026. Il y avait beaucoup de stars. On a vu, et ça c'était plutôt cool, Anthony Joshua qui était là, qui avait plutôt le sourire après l'épreuve qu'il a connue il y a quelques semaines de cela. C'était il y a très peu de temps avec l'accident de voiture au Nigeria. Voilà, c'était un bel événement. C'était pas mal de paillettes aussi, un bon niveau sportif dans sa globalité. Qu'est-ce que tu as à en dire? Ouais, je pense que la première chose à retenir, c'est que ça donnait l'impression d'un gros event avec le nombre de célébrités qui étaient là-bas. Apparemment, c'était vraiment plein à craquer.
tout le gratin de Dubaï y était, voulait y assister. Le niveau était là, il était présent, parce que c'est des noms qui sont moins connus par les fans de MMA, et pourtant ils ont pu se rendre compte de la qualité de l'opposition. C'est très homogène. Moi, ça me donne l'impression d'une ligue qui est vraiment homogène. Les combattants se valent. Quand on te présente des combattants du top, on se rend compte que les combats sont disputés. Donc voilà, c'est peut-être le truc numéro 1 en fait pour déterminer une bonne orga. Ouais. Alors grosse, mais c'est simplement que les matchmakers réussissent à créer des combats homogènes, même si le niveau est en dessous, mais d'autres organisations qui peuvent être en dessous, si elles arrivent à créer des combats homogènes, c'est là que l'orga gagne en crédibilité. Bien sûr, c'est le plus important. Personne veut regarder à chaque événement des combats avec trop d'écart de niveau entre l'un et l'autre, où tu as des stars et des mecs qui sont faire valoir. Donc là où c'est intéressant avec cet orga, c'est que voilà, les combattants sont moins connus, ils ont dû charbonner pour arriver là où ils sont, parce que on en reparle, mais la formule vient de changer. Et avant ça, ils devaient se taper des tournois pour essayer de gagner 1 million avec un espèce de système à points. Donc tu vas affronter des gars et tu vas peut-être le réaffronter derrière. Enfin, c'est très compliqué vraiment de se hisser au niveau dans cet orga. Donc ça donne des combattants qui sont très expérimentés aujourd'hui. Et avec une popularité nouvelle, puisqu'ils ont absorbé le Bellator, donc les places valent cher. Les places valent cher et tu le sens. Allez, on va détailler tout ça justement avec notamment un PFL Madrid qui arrive aussi dans les prochaines semaines sur AMC Sport. Allez, on revient sur justement ce que tu viens d'évoquer avec une petite vision sur ce qu'est le PFL. Avec une orga qui existe officiellement depuis 2017. Un premier événement le 7 juin 2018. C'était à New York et à la base, sa création, elle part du rachat du WSOF, le World Series of Fighting, où on a notamment vu Justin Gaethje, avant qu'il arrive à l'UFC. Je pense que c'est le plus illustre. Il y avait Nick Newell aussi, ce combattant qui était amputé. Alors je ne sais plus si c'était une naissance ou si c'était un accident, mais en tout cas l'avant-bras donc il avait qu'un seul bras entièrement actif. C'est donc ça part de tout ça. Hein. Déjà, c'est l'absorption. Déjà, il y a presque 10 ans d'une première organisation. Ouais, c'est ça. Ils absorbent le World Series of Fighting et puis ils arrivent un petit peu, tu sais, comme ils ont une approche un petit peu geek du MMA où ils disent nous on va vous fournir plein de stats, vous allez voir sur le combat, sur les trucs, on va changer l'interface un peu. Et puis nous on voit le combat comme une ligue. Donc ça va être des championnats en fait, des championnats à points où il y aura des classements par catégorie et puis les 4 meilleurs à ce classement-là s'affronteront pour des demi-finales, puis une finale pour gagner $1 million. $1 million, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en gros, t'avais en un an, tu pouvais devenir millionnaire en gagnant 4 combats. En gros, c'était ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au finish et par rapport à Taylor. En fait, si tu gagnais au premier round, tu avais plus de points. Si tu gagnais au deuxième round, tu avais plus de points. Tu avais un peu moins de points. Troisième round, tu avais un peu moins de points. Et si c'était la décision, tu en avais évidemment encore moins. Et donc, en gros, le 1 affrontait le 4 en demi-finale et le 2 affrontait le 3 dans une autre demi-finale qui allait créer une finale. Et derrière, 6 catégories. Donc, en fait, à la fin de l'année, tu avais quand même 6 mecs ou 6 femmes qui remportaient $1 million. C'était pas rien. Et ça a permis tout de suite de pouvoir quand même attirer des gros noms comme Kayla Harrison qui est arrivé au début et qui du coup était déjà double championne olympique de judo, donc un gros nom, qui était déjà un peu dans les médias, etc. Donc c'était une carotte qui était quand même assez intéressante. Ouais, ça donnait quand même à réfléchir, même si au début les grosses stars n'y allaient pas, parce qu'à l'époque il y avait encore le Bellator aussi. Hein. On avait une hiérarchie qui était quand même assez claire, avec l'UFC en numéro 1 incontesté, le Bellator qui était en dessut, et le PFL qui arrivait, et donc qui essayait de se faire sa place, en récupérant des combattants des deux organisations, qui avaient des contrats terminés. Donc on a vu des Olivier Aubin-Mercier arriver et gagner 2 fois le tournoi, par exemple, $1 million. Alors qu'à l'UFC, c'était difficile pour lui, qui n'avait pas grand-chose. Il y a eu Rory McDonald aussi, qui a participé au tournoi. Voilà, exactement. Donc on a eu Rory qui allait au Bellator, donc le PFL a fait son nom comme ça, et puis ensuite il y a eu une opportunité de rachat du Bellator parce que ça devenait compliqué pour eux, et là on se dit ça va devenir intéressant parce que cette fusion des deux permet d'avoir peut-être un vrai concurrent pour l'UFC. Parce que là, ces 10 dernières années, le numéro 2 très clair, c'était le Bellator. Voilà, c'était la deuxième orga, on l'a eu aussi ici, on a pu la diffuser, mais c'était le Bellator qui concurrençait. Alors, est-ce qu'on peut dire concurrencer ? Le mot est peut-être un petit peu dur parce que l'UFC est vraiment trop. C'était vraiment trop devant, et puis la manière dont l'UFC conduit son business faisait que
c'était compliqué pour les gars pour le Bellator d'avoir une vraie compétition, sachant que la plupart des champions du Bellator, en fin de compte, ce qu'ils voulaient, c'est aller à l'UFC. Ouais. Et d'ailleurs, l'UFC a fini par récupérer la majorité des champions du Bellator. Eddie Alvarez, Michael Chandler et compagnie, sont tous retournés là-bas. Mais en gros, c'était un numéro 2 assez clair et identifié. Ouais, voilà, c'était le numéro 2. Il n'y avait pas tellement de concurrence d'un numéro 3, c'était le Bellator le numéro 2. Du coup, ça s'est fait en 2023, l'annonce du PFL qui rachète le Bellator. Ouais. Ils ont même fait fin 2024 un événement PFL contre Bellator. Je ne sais pas si c'était l'idée la plus heureuse. Il y avait des Ryan Bader, il y avait des combattants comme ça. Ouais. Est-ce que c'était une bonne idée ? Il y avait Aaron Pico. Enfin voilà, c'était à la fois il n'y avait pas une énorme star qui était là, mais c'était un événement pour dire regardez qui est le meilleur entre le PFL et le Bellator. Ouais. Je sais pas si c'était une bonne idée à faire. Non, parce que c'était un peu fouillis au début quand ils ont racheté le Bellator. Ils avaient décidé de garder le Bellator en tant que marque. Donc on avait PFL et Bellator. On avait les deux qui faisaient des events. Ils ont fait cet event-là, sauf que Bellator en a gagné beaucoup. Et derrière, PFL s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée, effectivement, pour promouvoir notre marque. Si on a une marque qu'on vient de racheter et qui continue d'exister, où les gens pensent que les combattants sont meilleurs. Donc ils ont fini par absorber définitivement la marque. Et par contre, ils n'ont pas gardé tous les combattants. Ils en ont libéré certains, ils en ont gardé d'autres. Et là, ils ont décidé de rentrer sur un schéma plus traditionnel, comme l'UFC, comme son concurrent principal maintenant. Ça, et voilà, de faire des champions et des rankings. D'ailleurs, sur l'ancien format PFL, est-ce que toi, quand tu as vu ça arriver, 2017-2018, le live scoring qu'il y avait, les caméras des arbitres aussi, qui est ici, tu avais beaucoup de stats qui arrivaient, tu vois, il y avait beaucoup d'informations. Peut-être que tu te détournais un petit peu du combat pur, de l'analyse du combat pur, et que tu étais orienté par certaines stats, certains pop-up qui arrivaient, qui donnaient... C'était très fourni, il y avait beaucoup d'ambition, il y a des moyens énormes qui ont été mis là-dessus. L'habillage était très beau, les salles étaient belles. Enfin voilà, ils n'ont pas fait un truc en se disant on va tenter quelque chose, ils y sont allés direct et très vite. Est-ce que tu as trouvé ça bien au début, toi ? Ce serait intéressant d'avoir ton avis derrière. Moi, non, moi j'aime pas. Déjà, j'aime pas l'open scoring, déjà, premièrement. Que ce soit en tant que partie prenante, c'est-à-dire en tant que coach, ça va te donner une info, mais ça peut biaiser, ça peut modifier ton coaching drastiquement et ça peut être compliqué, surtout que moi je suis de l'école où on veut avoir un game plan, on veut essayer de l'imposer et on veut essayer de ne pas trop être en réaction. Toi t'es contre j'aime pas et en tant que spectateur je déteste. Moi, encore pire, ouais. Laisse-moi avoir la sensation qu'il y a eu un vol ou je sais pas. Mais tu vois, tu vas regarder un combat où tu vas avoir la sensation que boxeur A il est en train de battre boxeur B, sauf que les juges ils sont en train de donner 4 juges au boxeur B. T'es dégoûté quoi, tu vois. Tu dis attends, mais ça veut dire que boxeur A il se fait voler là. Tu le vois arriver en 4K le truc et pour plein d'autres raisons. Donc moi j'aime pas trop et les stats en règle générale. C'est un peu ce qui m'a détourné du foot, par exemple. Ouais, t'es contre la VAR, par exemple ? Ah, mais quoi, 100%. Ouais. 1000% même. Je déteste ce truc-là. C'est-à-dire, si t'es pour la VAR et que tu t'es contre ce qu'ils ont mis au début, je me dis. Pas du tout, j'aime pas du tout. Non, mais c'est clair. Vraiment, je suis pas en train de jouer au faux romantique. Je suis un fan de basket avant tout comme notre producteur Arthur Robert. Et c'est un sport qui est très data-driven. Il y a beaucoup de stats. Mais le basket, il a été construit comme ça. Donc moi, je récupère le basket. On te dit, le bon joueur, ça va être un bon rebondeur, ça va être un bon scoreur, ça va être un bon passeur, etc., etc. Les stats sont partie intégrante de ce sport et je l'ai connu comme ça en étant enfant. Que ce soit le foot ou et le MMA pour ce qui nous concerne, non, un combat, c'est un combat. C'est déjà suffisamment compliqué de suivre un combat et de comprendre ce que tu regardes. Et sans être arrogant ou quoi, j'ai déjà l'impression qu'il y a pas mal de gens qui regardent le combat en ne comprenant pas vraiment ce qu'ils voient. Si en plus on rajoute des stats en live et qu'il faut regarder et qu'on va t'expliquer que derrière les stats c'est toujours un humain, donc il y a un mec qui va te compter le nombre de frappes significatives. Bien sûr. Sauf que je suis désolé, des fois quand tu vois les stats, Charles, enfin je sais pas. C'est clair. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que tu penses qu'il faut aller là-dedans ? Non, moi quand au début du PFL, ce que j'ai bien aimé, c'est plus les systèmes de production. Donc tu vois les caméras intégrées, ça j'ai bien aimé. Ouais. Et les caméras d'arbitre aussi, ouais. C'est vrai que mettre des open scoring que tu vois qui s'adaptent en temps réel, etc. Je trouve que en fait ça va venir essayer d'influencer même le téléspectateur en lui disant tiens tu dois penser ça, tu vois. Et tu dois penser qu'il gagne. Voilà, c'est ça. Donc tu dois penser, tu le vois forcément, tu te fais un avis là-dessus et tu dis ah ok, mais attends donc. Ça, alors, si t'es déjà conditionné, t'es déjà un petit peu éduqué au combat, peut-être que ça peut apporter quelque chose parce que t'essayes de comprendre en même temps ce que va penser un juge et machin. Mais par contre, dans l'ensemble, dans la globalité, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Je suis comme toi parce que ça enlève un petit peu de libre arbitre finalement à chacun parce que t'es influencé par autre chose que par le combat que tu vois. C'est exactement ça, tu vois. Si tu veux, le combat, c'est quelque chose. On commence par la boxe anglaise, c'est un sport qui est quasi bicentenaire, qui est commenté depuis le début de la diffusion.
Et c'est là où c'est important quand tu vas regarder un combat. Et je sais que souvent vous regardez un combat, vous qui nous écoutez, et que vous n'êtes pas content des commentaires. Charles et moi, on se livre à l'exercice régulièrement. C'est un exercice difficile, sachez-le, parce que c'est du live. Mais notre but à nous, c'est de vous faire vivre un moment sans non plus vous peindre une couleur où on va vous forcer à regarder le combat que sous un seul prisme. Nous, on doit vous donner ce qui se passe et on doit vous donner des éléments de compréhension pour vous faire votre propre idée. Le but à la fin d'un commentaire, que ce soit pour moi, c'est de vous dire, voilà, on vous a livré quelque chose. Maintenant, allez voir, quand on voit un vol, on le dit, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi pas aussi parfois livrer un pronostic quand un combat se termine. Pourquoi pas dire, moi je vois plutôt coin rouge, coin bleu, c'est pas... Et se tromper, c'est possible, parce que ça reste c'est des jugements humains qui s'opposent. On amène le débat, on amène la réflexion pour tout le monde. Pour vous dire, voilà, nous, ce qu'on a vu, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, si on ramène toutes les stats et on sort un petit peu de tout ça, et je trouve que c'est dommage. Donc il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Le combat, ça se vit, et le combat, c'est un art assez particulier où on est hypé, on est entraîné, et voilà, on veut vivre cette action le mieux possible plutôt que de se dire, mais tu comprends. Au coin rouge, moi on m'a dit qu'il y avait 128 frappes significatives, donc finalement c'est peut-être pas coin bleu le meilleur, quoi. J'aime pas trop ça. Et puis c'est vrai qu'arriver comme ça, c'était peut-être aussi important de le tenter, pour qu'une grosse orga puisse le tenter. Il fallait se démarquer. Essayer de développer des choses, fallait se démarquer. T'as raison. Ça a été tenté. Je pense que c'est aussi un peu trop entre guillemets embrouille pour le grand public, pour le téléspectateur, même si c'est censé lui donner des clés de compréhension. Finalement, il y a trop d'infos, je pense. Il y a trop de distractions autour, le système du tournoi pas forcément clair, combien de points à quel moment, tu vois, enfin ça faisait beaucoup de choses à comprendre très vite. Ça veut dire que quelqu'un qui déjà ne connaît pas forcément les règles du MMA arrive sans avoir beaucoup vu de combat de MMA. Il y a beaucoup de choses à comprendre d'un coup, et je pense que ça embrouille un peu le spectateur. C'est ça, je pense que c'était ambitieux, je vais pas leur jeter la pierre par rapport à ça, c'était ambitieux de vouloir faire un système différent. Sur la partie championnat, en tout cas, c'est compliqué. La partie tournoi, je penserais toujours que pour moi le tournoi, c'est l'essence du combat. Que ce soit le K1 à l'époque, le MMA avec le Pride et l'UFC, parce que l'UFC a commencé par des tournois. Donc même plusieurs combats dans la même soirée. Voilà. Pour moi, tu fais des tournois, je suis content. Le tournoi, c'est le MMA. Par contre, championnat, là, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait l'IFL, pour les plus anciens. Eux, c'était une vraie ligue avec une saison. Donc tu avais un championnat comme le championnat de France de foot, où tu avais une équipe qui en affrontait une autre et tu avais un nombre de points. Là je dis, oh là les gars, vous allez peut-être un peu loin quand même dans le délire, tu vois. Donc faire des tournois, oui, et ils ont gardé les tournois, et je trouve que c'est bien de garder les tournois. Maintenant, c'est bien aussi d'avoir clarifié la chose, qu'on ait des champions. Les rankings, un jour il faudra qu'on fasse un épisode sur les rankings, Charles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ils ont choisi de le faire, et je comprends, parce que ce que tu dis c'est important. Il y a chaque jour, chaque semaine, il y a des nouveaux fans qui entrent. Ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin de comprendre que le champion, il combat le numéro 1 ou le numéro 2, et que c'est pas un truc un peu bizarre qui est fait. Comme on a vu à l'UFC en début d'année notamment. Donc c'est une bonne chose en tout cas qu'ils aient choisi de clarifier et qu'on ait deux ligues qui se tirent la bourre sur un système qui s'équivaut et qui nous permet de pouvoir avoir des points de comparaison intéressants. Je pense qu'ils étaient quasiment obligés de repartir là-dessus. D'autant, et c'est le dernier truc que je veux aborder avec toi, sur la construction et sur la manière dont est fait le PFL. À l'intérieur même du PFL, il y a eu plusieurs entités aussi. Il y a eu le PFL Europe, il y a eu le PFL Afrique, il y a eu le PFL MENA aussi, en 2024. Tout ça, c'était pas clair non plus. Pourquoi est-ce que tu fais un PFL Europe? Donc ça veut dire que le meilleur européen, est-ce que tu l'intègres quand même dans un aspect mondial, ou alors est-ce que du coup le PFL Monde, ça ne comprend que les combattants américains d'Océanie, sachant qu'il y a aussi un PFL Afrique avec Francis Ngannou qui en est le président, mais qui parfois n'assiste même pas au PFL qui se font là-bas. Enfin tout ça manquait de clarté aussi, je trouve. C'était un peu trop. Au bout d'un moment, tu vois, il y a pas mal de choses qui se faisaient. Ils ont voulu régionaliser les events pour pouvoir maximiser, je pense, déjà au point de vue business, parce que le PFL MENA, donc c'est le Moyen-Orient, et c'est la 3e fois qu'ils venaient à Dubaï. Ils ont aussi organisé en Arabie Saoudite, donc ils ont profité à pleine balle de la rivalité entre les deux pour pouvoir récupérer le maximum de manne financière et donc pouvoir aussi organiser. Il y a beaucoup de combattants du PFL, donc MENA, à qui ensuite on donne une chance. C'était notamment le cas de l'adversaire de Taylor Lapillus, dont le nom m'échappe, et je suis désolé, mais c'était son adversaire précédent. Je l'ai plus en tête. Qui l'a battu et qui était champion à PFL MENA. Et voilà, et on a eu aussi le PFL Europe. A priori, c'est abandonné.
On peut prendre l'exemple de Baris Sadi Güzel, Ouais. qui a continué sa progression, qui a gagné le PFL Europe là, en fin d'année, en décembre, à Lyon. Donc il est champion du PFL Europe. Il doit intégrer, a priori, le PFL Monde, j'ai envie de dire. Pour moi, il a déjà le niveau, Baris. Tu vois. Il n'est pas dans le classement aujourd'hui. Oui. C'est un combattant qui termine tous ses adversaires. Ouais. Je suis désolé. Pour moi, il a 10 victoires, 9 finishes. c'est la même catégorie que Taylor. Pour moi, il a toute sa place dans le top 10, Baris Sadi Güzel. Et j'espère que ça va être fait rapidement parce que c'est un super combattant qui mérite toute l'exposition que le PFL peut avoir à l'international. Donc, écoute, tout ça, c'était un peu fouillé, comme tu l'as dit. Ils ont gardé la partie MENA et la partie Afrique. On va pas se mentir. Je crois que c'est beaucoup orienté business. Et tant mieux pour eux. Et puis c'est pas moi qui va me mettre contre le développement de quelque chose en Afrique. Pour ça, je suis content et je serai toujours content quand il arrive. Maintenant, voilà, le PFL Europe, c'est déjà le PFL Monde. Ça, c'est mieux de partir sur plus de clarté. Ouais, voilà, c'est ça. Liam Gittins et Ali Taleb pour les deux précédents adversaires de Taylor Lapillus, qui vient donc de prendre sa 3e victoire en 3 combats au PFL depuis qu'il a quitté l'UFC. On a tout dit, je pense, sur la construction, la manière dont est fait le PFL, et on a bien compris que malgré tout, ils avaient été un petit peu entre guillemets obligés de se rapprocher du modèle UFC pour un maximum de compréhension au niveau du naming des events et surtout au niveau des rankings pour comprendre bien qui est le meilleur et un petit peu instaurer, parce qu'on dit souvent, en gros, le classement des meilleurs au monde, il faut regarder le ranking UFC. Maintenant, on pourra se dire, tiens, il faut peut-être comparer entre le ranking PFL et le ranking UFC pour comprendre vraiment qui est le meilleur au monde actuellement en MMA. Et ce sera assez complet, je pense, si on met ces deux orgas en tout cas. Si ça, voilà, tu rajoutes Fight Matrix peut-être. Ouais, c'est clair. Mais tu peux te faire toi-même ton propre avis en prenant ces deux rankings-là. Par rapport aux stars maintenant, Baba, et on terminera là-dessus, les stars et les Français, les forces en présence. On a donc parlé de Taylor qui est pour l'instant top 3 chez les Bantam. On a parlé chez les Welter, donc de Abduragimov. On va parler du coup un petit peu focus parce que Yacine Zaouini l'a rencontré à Dubaï parce qu'il était. Il y avait 2 personnes de la team RMC, c'est pas Romain Pougeot et Yacine Zaouini qui étaient beaucoup en inside. On espère que vous avez apprécié d'ailleurs leur taf parce qu'il y a eu beaucoup d'inside, notamment avec Taylor durant toute cette semaine. Cédric Doumbé, lui, il a dit de toute façon, voilà, je vais arriver pour une ceinture. En gros, pour l'instant, il n'est pas dans le ranking. Non. Mais il pense que ça y est, quand il voudra, il pourra rentrer et aller directement faire une ceinture. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est là où on sent l'importance de Cédric Doumbé pour l'organisation. Il ne faut pas oublier, même s'il n'a pas combattu depuis pas mal de temps, il était là dans pas mal de gros events. Ils ont fait des meet and greet, donc il a pu signer des autographes, faire des photos avec les fans, Cédric. Et c'était, d'après Yacine, qui était là-bas, un des combattants les plus prisés de la Fight Week, même s'il ne combattait pas. Donc c'était super cool déjà que Yacine et Romain aient pu l'avoir en interview et nous proposer ça, et que lui veuille s'exprimer. C'était important, je pense, parce que lui aussi est content du retour de l'organisation sur les antennes d'RMC, parce que il y a une mise en avant qui est différente. C'était sur une autre chaîne, chez DAZN, où il n'y avait pas grand-chose qui était fait autour des events du PFL. Donc voilà, ça va permettre de redonner une belle visibilité. Lui, maintenant, il se positionne. Il est dans une très bonne position, Cédric, parce qu'il certes, il n'est pas dans le ranking, mais c'est le combattant le plus populaire, de loin, de l'organisation, avec Francis. Et c'est même pas lui qui call out le vainqueur du tournoi, c'est l'inverse. C'est Tadjan qui est intelligent et qui veut lui combattre ce nom-là parce qu'il sait que ça va accroître sa popularité. Donc il est dans une position, Cédric, où s'il fait ce combat, il le gagne, il est automatiquement en course pour le titre. Bien. Donc moi ça m'étonne quand même que Cédric Doumbé, je sais pas, par exemple, aux États-Unis, je me rends pas compte s'il y a un event États-Unis. Si tu mets Cédric Doumbé, il a déjà fait je sais plus s'il était main, mais pour Glory, il a déjà combattu aux États-Unis plusieurs fois. Il a été diffusé pendant longtemps sur le Fight Pass, donc il est connu quand même des fans américains. Donc tu crois que même aux States, c'est un nom qui quand même parle, fait vendre, même s'il a eu une longue période d'absence et que ces gros combats, ils ont été en France, Jordan Zebo, Baki, tu vois. C'est vrai, mais c'est un cas rare et particulier, Cédric, qui fait que même si sa notoriété, elle est avant tout européenne et très française sur ce qui s'est passé sur la partie MMA, déjà le KO de Jordan, ça l'a rendu complètement viral. Ça a tout transcendé. Ça, c'est à vie. Tous les spécialistes qui l'ont pris et repris, il est passé chez Ariel Helwani, donc il a fait toutes ces choses-là qui font qu'aux États-Unis, il a une popularité. Je ne dis pas que c'est Cédric qui va remplir l'arène. Je sais, ça,
c'est plus compliqué à prédire. Par contre, Sur la l'achat, promo, notamment la promo, ouais. etc., de visibilité, bien sûr que oui. Donc, et puis sa victoire contre Jordan vieillit très bien, vu ce qu'il est en train de faire Jordan actuellement. Voilà, c'est ça. Donc c'est des combats qui sont attendus à tout le monde qui se demande ce que Cédric fait. Les Américains se demandent. J'ai des questions régulières par rapport à ça. Donc oui, je pense que le PFL a tout intérêt à en faire un main event, et que ce soit en France ou aux États-Unis, ça marchera. Maintenant, soyons pas dupes. L'intérêt le plus important pour l'organisation, c'est de le faire combattre en France, évidemment, vu la popularité qu'il a. Ah, c'est clair, si tu fais un événement en France, sans aucun problème. Donc peut-être que si Cédric est en main event, peut-être que Taylor pourra revenir sur la chaise de commentateur pour commenter Cédric Doumbé. Tu vois, finalement, on avait mis Taylor en main event, mais peut-être que si Cédric est devant pour une ceinture chez moins de 77, ça, il pourrait prendre le spot. Parmi les grands noms aussi que tu as cités, bien sûr, il y a Francis Ngannou, qui est combattant PFL. Alors, il y a une histoire un petit peu... on ne sait pas si c'est de la haine ou de l'amour, ou si c'est les deux qui sont liés avec le PFL. PFL Afrique qui a été fait, il n'était même pas présent, alors que c'est lui qui a été nommé comme ambassadeur, président du PFL Afrique. Francis Ngannou, toi, tu espères encore le revoir sous le short PFL pour son prochain combat? Ouais, en plus il a un adversaire intéressant. Il y a Vadim Nemkov qui l'attend, qui est un adversaire solide, champion des poids lourds donc, de l'organisation au PFL. Maintenant, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui se passe. Il devait combattre, ça s'est pas fait. Il n'est pas dans le ranking de l'organisation. Actuellement, il n'est pas classé. Ça s'était bien passé parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait récupéré la ceinture en battant Renan Ferreira. Qui est lui premier challenger à Vadim Nemkov qui est champion actuellement. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. En fin d'année, Don Davis, le président du PFL, avait dit on aura des belles nouvelles à vous annoncer sur lui. Et puis quelques semaines plus tard, il a dit écoutez, on ne sait pas du tout où on en est. Donc voilà, si lui ne sait pas où on en est, nous on le sait encore moins. On passe un message, on jette une bouteille à la mer, mais Francis, quand tu veux, une chaise est là et un micro est là pour toi. C'est clair, c'est clair. Si jamais quelqu'un nous entend. Mais voilà, donc on se pose des questions. Mais oui, en tout cas pour répondre à ta question, bien sûr que j'aimerais le revoir en MMA. Et du coup, c'est vrai que il aura évidemment toute sa place, mais il était à Dubaï, je crois. Il me semble qu'il était là-bas. Il me semble qu'il était là, donc déjà s'il était présent sur un événement PFL, alors à vérifier, mais c'est que les relations sont peut-être pas plutôt bonnes en ce moment. De toute façon, avec Francis, tout est toujours hyper pragmatique. On lui prête beaucoup de relations conflictuelles, d'embrouilles. Ce que je perçois, c'est que c'est un gars qui négocie, qui fait son business comme il a envie de le faire. Ça a toujours été le fil rouge de sa vie et de sa carrière. C'est normal. Il mène ses affaires comme il veut les mener. Il est avide d'indépendance, de liberté. Et puis voilà. quand on a atteint les sphères que lui a pu atteindre, à un moment, faut aussi comprendre qu'il ne peut pas dire oui à des choses qui sont, entre guillemets, il avait dit tout de suite, quand il avait dit que de toute façon, en un seul combat en anglaise, il avait déjà gagné plus que dans toute sa carrière à l'UFC, alors qu'il a quand même descendu pas mal de monde et qu'il a été champion UFC. C'est quelqu'un qui n'est pas obligé de combattre aujourd'hui, ça c'est clair. Maintenant, il a encore cette volonté de le faire, et c'est tant mieux pour les fans. Maintenant, j'espère qu'on aura des nouvelles prochainement, et puis surtout, j'espère qu'on pourra vous proposer un combat de Francis à la diffusion, ce sera magnifique. J'espère aussi, c'est vrai. Patrick Abiroa, que tu as reçu, l'épisode évidemment qui est disponible encore sur YouTube RMC Sport Combat, très intéressant. Premier épisode du Baba versus version RMC Sport, que vous pouvez encore retrouver sur toutes les plateformes, aussi de replay, plateforme RMC Sport. Patrick Abiroa, lui aussi, même si belge, en tout cas c'est européen, ça peut donner du très très lourd pour les prochains combats qu'il va faire. Pour moi, c'est lui la vraie future star de l'organisation. Il a tout. Je crois sincèrement qu'ils doivent miser sur lui parce qu'il a tout ce qu'il faut. Dans la cage, ça descend. Il descend tout le monde. En dehors de la cage, il fait toutes les bonnes choses. Voilà, c'est un combattant qui arrive à embarquer le public avec lui, qui arrive à proposer du vrai spectacle. Et je pense que le PFL a parfaitement conscience de ce qu'ils ont entre les mains et qu'ils vont essayer vraiment de faire ce qu'il faut pour le faire progresser et l'amener à un combat pour le titre relativement rapidement. C'est ça, en fait, c'est les personnages parfaits parce que c'est des mecs qui sont plutôt en début de carrière encore. Il a 8-0, Patrick. Donc si c'est des mecs qu'ils arrivent à faire monter, à développer, c'est
pour moi, par ce genre de profil-là, que eux vont réussir à complètement se démarquer, même si on ne dit pas dépasser en termes de vues, en termes de tout ce qu'on veut l'UFC, mais c'est comme ça qu'ils vont avoir leur identité et monter leurs propres combattants. C'est l'enjeu, il est crucial pour eux parce que oui, Patrick, il a des vraies ambitions. Il a des vraies ambitions pour son palmarès, pour son legacy. Il s'est jamais caché qu'il voulait aller à l'UFC, qu'il voulait dominer là-bas et qu'il irait quand il serait prêt. Donc tout l'enjeu pour le PFL, ça va être de proposer quelque chose à Patrick pour dire en fait tu peux faire ça chez nous. Voilà, et on va voir clair. Justement, on va voir de quel bois l'organisation est faite, s'ils arrivent à retenir un talent comme celui-ci. Patrick Cabeiro, grosse carrière en amateur, qui est passé par les IMAF notamment, qui est un 8-0 donc chez les pros et 4-0 déjà au PFL. Avec une victoire contre Kevin Jousset qui est assez récente et Kevin Jousset qui est un ancien de l'UFC. Donc à un moment quand tu imbriques tout, tu dis ok, lui c'est un client très sérieux et il a quand même 4 victoires dans cette grosse ligue, dont une contre Kevin Jousset, donc c'est du très très lourd. Barry Sadi-Güzel aussi dont tu parlais, qui est un. Est-ce qu'on parle encore d'un prospect ou est-ce qu'on parle d'un mec qui a accompli 10 victoires, une défaite, je crois, donc si je revérifie ça, qu'il a 8 victoires par KO TKO et une seule par soumission. Donc il n'y en a plus qu'une seule qui reste par. C'est un combattant qui on l'espère va faire de belles choses. Il avait fait 3 victoires à l'Hexagone, il en a fait 2 déjà au PFL. Donc c'est un mec aussi dans le genre de profil de Patrick qui sait un peu tout faire, qu'il va falloir garder au coin de l'œil parce que c'est le combattant que tu veux voir, même. C'est un combattant explosif qui gagne vite, qui démarre tous ses combats comme si son adversaire lui devait de l'argent. Moi, je l'avais déjà dit, c'est probablement, il est dans mon top 3 des combattants français préférés. C'est vraiment un combattant que j'aime beaucoup regarder. J'aime bien ce qu'il propose. Il a un striking qui est efficace en plus d'être spectaculaire. Il a tout compris du MMA. Et en plus, le personnage a l'air vraiment impeccable. Donc, j'espère le voir rapidement là, au PFL dans des combats importants. Il faut le classer parce qu'il mérite de l'être. Pour moi, c'est plus un prospect, c'est un combattant qui est là et qui est dangereux pour tout le monde dans la catégorie. Barry Sadi-Güzel, donc on verra cette année sur MC Sport. Il y a d'autres noms dont tu voulais parler, des gens qui sont combattants, qui sont au PFL, que tu vas vouloir suivre dès 2026 ? Ouais, il y a évidemment toute la colonie russe qui se trouve au PFL, qui est importante, qui est intéressante à regarder. Il y a beaucoup de combattants solides, il y a beaucoup de combattants forts. On a aussi envie de voir ce qui va advenir de Paul Hughes, qui vient de perdre 2 fois contre Nurmagomedov. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va rebondir? Il y a des combats potentiellement intéressants pour lui face à Alfie Davis par exemple, mais aussi des combats contre des Français. Donc voilà, il y a beaucoup de combattants à suivre dans cette ligue-là. On va essayer de vous faire suivre ça au maximum, de faire des émissions régulières dessus. Il y a Madrid qui arrive prochainement, donc avec Costello Vanstenis qui a eu une victoire de malade l'année dernière, une soumission à la dernière minute. Donc ouais, suivez l'organisation de près. Mais abonnez-vous parce que ça vaut le coup quand même là. L'UFC, PFL, One. Pas mal. Ouais, l'offre. et ça pour le coup, faut le dire, mais c'est vrai que sur MC Sport, c'est sans chauvinisme aucun parce qu'on n'aurait pas d'intérêt particulier à défendre MC Sport. mais quand même, pour une organisation, aujourd'hui en France, MC Sport a un gros passif dans le sport de combat, dans le MMA. Et donc ça permet aussi à une orga de pouvoir s'assurer qu'il y a un suivi éditorial, il y a un suivi sur des reporters et des community managers qui sont envoyés sur la plupart des gros événements, qui soient en France ou à l'étranger, et donc ça permet aussi aux fans de pouvoir suivre pas mal d'inside. Maintenant, libre aux organisations de donner des insides ou pas. On sait que de temps en temps avec l'UFC, il y a beaucoup de cloisonnements qui sont faits parce que tout est très carré, tout est très organisé, il faut pas trop dépasser et aller sur leur plate-bande. Au PFL, on va voir comment ça se passe justement en bossant avec eux, mais il est certain que déjà, vu les accès qu'on a pu avoir cette semaine à Dubaï avec nos combattants, on peut se dire qu'il y aura des accès qui seront plutôt assez cool avec le PFL, et c'est tout l'enjeu aussi de ce partenariat avec RMC Sport. C'est exactement ça. Et puis je vais même étendre ton message qui est important à la communauté MMA, c'est-à-dire les combattants, les coachs, les managers. Voilà, avec la réacquisition des droits du PFL, c'est l'ambition aussi qui est montrée de... Nous, on veut mettre tout le monde en avant, on veut montrer tout le monde, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait ces émissions-là. Donc, le plus on pourra accéder à ce que vous faites, à ce que vous proposez aux combattants, le mieux on pourra les mettre en avant, et le mieux on pourra proposer au public des choses qui sont à la fois du combat, mais aussi hors combat. On a un beau vlog que Yacine Zaouini nous a proposé, qui a été monté par les équipes aussi en rédac autour d'Anthony, qui est intéressant. Il a fait un Sydney-Dubaï, Yacine. Yacine. Passant avec une petite escale de 3h, 4h à Hong Kong. Mais il a fait un vrai et je crois qu'il est déjà à Nantes. Je crois qu'il est rentré chez lui. Je crois qu'il a fait... Parce qu'il était à Sydney pour l'UFC 325. Comme l'accord RMC-PFL s'est fait
pendant cette semaine-là, comme il était déjà à l'autre bout, on lui a dit tiens, sur le chemin tu vas passer par Dubaï. Et il était, je pense qu'il était content de le faire aussi parce que c'est cool de revivre une Fight Week. J'espère qu'il pourra faire une petite note de frais pour le pressing parce qu'il a peut-être eu besoin de relancer une petite machine. C'est clair, mais c'est bien, du coup, c'est génial d'avoir eu Hugo aussi, Pérez qui était à Vegas. Donc on a fait vraiment. On sort de 2 grosses semaines. C'était bien intense. Et croyez-nous, RMC Sport fait tout son possible pour offrir la meilleure couverture à tous ces événements qu'on diffuse et aussi certaines fois à d'autres événements qu'on ne diffuse pas parce que c'est l'actu des sports de combat qui veut ça. Baba, merci. C'était cool d'avoir essayé de vous présenter avec les armes, avec les mots avec lesquels on pouvait vous le présenter, le PFL, et bien sûr ce sera à suivre donc à partir de début février comme ça a été le cas ce week-end pour le PFL, et ce sera le cas toute l'année sur RMC Sport. Et on vous le rappelle, le lundi on va essayer de faire des épisodes d'actu, débrief, et le mercredi des épisodes plus froids avec du mag, on va dire, et des sujets on va vous proposer. Vous aurez un rendez-vous en fait le mercredi midi avec votre déjeuner. Vous aurez un rendez-vous débat, un rendez-vous mag avec un sujet qu'on va vous développer au maximum sur des séries de 3 épisodes. Vous allez voir, ça sera intéressant. Et puis évidemment avec des invités qu'on essaiera d'avoir tout au long de l'année. Merci Baba. Merci, on se retrouve très vite, et merci à Arthur et à Julie qui étaient en régie aujourd'hui. À très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.